Pourquoi le gazon est-il si populaire? Pour y répondre, il faudrait déjà définir qu'est-ce que le gazon. Le gazon, c'est un ensemble de graminées semées densément sur une certaine surface. C'est un peu la moquette du jardin. Bonjour, j'aimerais acheter de la moquette pour mon jardin, s'il vous plaît. C'est possible? En France, on appelle communément cette surface engazonnée pelouse. Mais d'un point de vue botanique, une pelouse, ce n'est pas uniquement du gazon. Une pelouse, c'est un ensemble végétal formé d'espèces herbacées, essentiellement des graminées et ne dépassant pas les 30 cm de hauteur. C'est par exemple ce que l'on va souvent retrouver dans une prairie. Les pelouses accueillent une grande biodiversité et sont composées de végétaux très différents. Alors que le gazon dans les jardins n'est aujourd'hui composé que de 3 ou 4 variétés de graminées différentes maximum. Parmi ces variétés, on peut principalement citer le paturin des prés, le paturin rude, la fétuque rouge, la fétuque élevée, la fétuque ovine durette, la fétuque de chewing. C'est la meilleure. L'ivraie vivace ou raygrass, ou encore la grosse tite blanche. D'accord, mais alors pourquoi ces variétés de gazon exactement? Eh bien, certaines de ces graminées vont être prédominantes dans une surface engazonnée en fonction de ce que l'on recherche. Le paturin des prés, par exemple, résiste plutôt bien au piétinement, au froid et à la chaleur. Ouais, à condition d'être arrosé. On le reconnaît à sa feuille pliée en V avec la nervure centrale. La fétuque ovine durette est une espèce à feuilles très fines qui produit un gazon très dense et de bel aspect. Comme les fétuques rouges, elle est parfaitement adaptée à la réalisation de pelouses d'ornement très bien entretenues. Hey, avez-vous ma fétuque ovine durette? Elle est dense, elle est belle. Elle sent le fric des aménagements paysagers. Elle est prestigiosa. Et on peut aussi citer l'ivraie vivace, mieux connue sous son nom anglais de Raygrass. L'ivraie vivace sera privilégiée pour sa résistance à l'arrachement et au piétinement, ainsi que sa capacité à s'établir facilement et rapidement. D'autres espèces et variétés seront privilégiées pour d'autres critères encore, comme par exemple coloniser des endroits à l'ombre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans les jardins, un peu partout dans le monde, mais plus particulièrement dans les quartiers résidentiels d'Amérique du Nord, à part du gazon, on ne cultive presque plus rien d'autre. Et moi, ce monde de moins en moins cultivé, ça m'attriste beaucoup. Mais alors, d'où ça vient cette obsession pour le gazon? Ah tiens, l'oursonne, tu tombes bien justement. Toi qui as étudié les us et coutumes des hommes, est-ce que ça te tenterait de venir nous éclairer un petit peu plus sur le sujet, nous raconter l'histoire du gazon? Dans l'histoire des jardins, le gazon est une invention récente. Les premières surfaces d'herbes coupées courtes apparaissent au Moyen Âge dans les jardins des monastères. Le gazon est utilisé comme chemin entre les cultures de plantes utiles. En 1680, André Le Nôtre, paysagiste du château de Versailles, fait réaliser une longue bande de pelouse pour sublimer le chemin tracé vers le bassin d'Apollon. Voyez, sire, j'avions pour projet de faire planter un long ruban de verdure afin que l'œil du noble courtisan soit appelé vers le bassin d'Apollon. Ou devrais-je plutôt dire appolé vers le bassin d'Apollon. Apollon, Apollé. Diantre! Et moi qui pensions depuis tout ce temps que c'étions le bassin de Polochon. Polochon, dépêche-toi! Constitué de nombreuses espèces de graminées et fauchées régulièrement, c'est la première utilisation d'une pelouse artificielle à grande échelle. Puis, au 18e siècle, l'esthétique des jardins consiste à recréer une vision idéalisée de la nature. Le gazon est alors entretenu de manière intensive. Le climat doux et humide de la Grande-Bretagne favorise largement l'implantation de cette nouvelle mode. Ce modèle paysager d'inspiration romantique devient le modèle dominant pour la plupart des vastes propriétés de l'aristocratie anglaise. Come on, my dear, let us enjoy a cup of tea on the lawn. Oh Lord, my ass is green, and I am losing my mustache. Rapidement, il s'impose également dans les jardins des nobles aux États-Unis. Jusque-là, le gazon reste limité au climat lui étant le mieux adapté, et la nécessité de le couper régulièrement
fait encore obstacle à sa popularité. Il demeure un symbole de richesse, synonyme de privilège. Je suis riche, j'ai du gazon. Mais avec la révolution industrielle, le gazon prend son véritable essor aux États-Unis. La première tondeuse motorisée est commercialisée en 1919 et entraîne une démocratisation de la pelouse. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, plus de 140 000 tondeuses sont vendues aux USA. Aujourd'hui, les États-Unis restent le plus gros marché mondial avec environ 6 millions de tondeuses vendues par année. Le gazon est devenu symbole d'ascension sociale. Quelle que soit la zone climatique, les jardins des quartiers résidentiels ne sont plus rien d'autre que des carrés de pelouse à perte de vue. En plus d'être l'un des végétaux demandant le plus d'entretien au jardin, Mon gazon est sec. Hein? Comment ça, il y a plein de trous dans mon gazon? Oh non, pas encore. J'ai passé la tondeuse il y a à peine une semaine. Mon gazon est jaune. Punaise velue? Vert blanc? Bonjour. J'aimerais un insecticide qui détruit tout, s'il vous plaît. et en plus d'être peu intéressant à regarder, Ouais. Oh, wow! à l'heure actuelle, sa gestion s'apparente plutôt à un échec écologique. Aujourd'hui, le nombre d'espèces végétales dans une pelouse est réduit à seulement 3 ou 4 graminées. De plus, l'arrosage automatique pour subvenir aux besoins d'une pelouse est catastrophique, en particulier en Amérique du Nord, où les pelouses sont sans cesse arrosées, même la nuit et parfois même lorsqu'il pleut. De nombreux intrants chimiques impactent la vie dans les sols et sont en lien direct avec une dégradation des écosystèmes qui dépasse la simple frontière des jardins. La pollution des cours d'eau en est l'exemple flagrant. La course effrénée au gazon green de golf se révèle n'être qu'un condensé de non-sens. Quant aux tondeuses à essence, elles dégagent en 1 heure autant de polluants qu'une voiture parcourant 480 km. C'est sans compter leur pollution sonore de l'ordre de 90 décibels. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Dès les années 80, des entreprises d'entretien de gazon fleurissent un peu partout aux États-Unis et au Canada, proposant un entretien complet des pelouses et réduisant le travail horticole à la tonte, l'arrosage et l'épandage de produits chimiques. C'est encore le cas aujourd'hui. Certains désherbants sélectifs, largement utilisés en Amérique du Nord, conseillent fortement de ne pas entrer en contact avec le gazon pendant plusieurs jours après son application. Des pancartes sont plantées sur les terrains pour avertir. C'est très beau. Un gazon au sud de la France ou en zone aride aux USA nécessite jusqu'à 2000 litres d'eau par mètre carré et par année. Malgré les prises de conscience écologiques qui se multiplient, on observe toujours autant de pelouses sans grande biodiversité dans les jardins ou les espaces publics. Il existe pourtant plusieurs alternatives: trèfle, prés fleuris, couvre-sol, tonte différenciée, zone rudérale, jardin de mousse et autres arboretums par exemple. Les fervents défenseurs du gazon diront qu'il absorbe beaucoup de CO2 au mètre carré et qu'il empêche le réchauffement du sol. En un sens, c'est vrai concernant l'absorption du carbone. Ceci dit, comparativement à toutes les problématiques qu'il entraîne derrière lui, ce n'est finalement pas le meilleur des arguments. Pour une qualité, l'entretien du gazon amène 1000 défauts. Et puis, le fait de le couper aussi court réduit aussi l'efficacité d'absorption du carbone par le gazon, puisque plus un végétal a de surface foliaire, plus il est capable d'absorber ce gaz carbonique. Or, si on coupe le gazon trop court, forcément on réduit énormément la surface foliaire. Et puis en plus de ça, le fait de le couper court comme ça annule aussi la prétendue protection thermique du sol, puisque arrivé à cette hauteur-là, le gazon n'est même plus capable de retenir suffisamment de fraîcheur, ne serait-ce que pour lui-même. Et c'est d'ailleurs pour ça que, à moins de l'arroser constamment, au milieu de l'été, le gazon n'a jamais l'air de rien. Mais si tu veux savoir comment pratiquer un entretien éco-responsable de ta pelouse, je t'invite à aller voir ma vidéo dédiée à ce sujet. Alors que conclure de tout ça? Le gazon, ça paraît con. Tout le monde en a, et pourtant, d'une certaine manière,
tout le monde s'en fout. D'où il vient? Pourquoi on en a? Qu'est-ce qu'on en retire? Au bout du compte, c'est un standard de société qui, disons-le, n'est plus tant en phase avec l'époque. Bien évidemment qu'une pelouse vaut mieux qu'une surface goudronnée, bétonnée, mais ce tapis de verdure, sous son aspect nature, cache souvent bien peu de nature. Le gazon a eu son heure de gloire, tant mieux pour lui, mais il est temps de changer, de passer à autre chose. 1000 solutions existent, moins coûteuses, moins chronophages, plus respectueuses de l'environnement et surtout plus hautes en couleur. Que tu sois ami du vivant, jardinier du dimanche ou bien horticulteur des villes, n'oublie pas que tu détiens dans tes mains un formidable pouvoir, celui de transformer le monde à ton échelle. Rien qu'en France, la surface totale des jardins équivaut à la taille de la Jamaïque environ. Imagine si tout le monde essayait de diversifier un peu plus sa pelouse ou la remplaçait par du trèfle par exemple. Plus de tonte, plus d'arrosage, plus d'engrais et plus de pollinisateurs. Que demande le peuple? En définitive, je ne te dis pas de ne pas avoir de gazon, mais peut-être plutôt de l'envisager de manière plus responsable et surtout plus limitée. Il existe environ 500 000 espèces végétales différentes sur cette planète. Alors, dans nos aménagements paysagers, on devrait pouvoir offrir un petit peu plus à nos yeux, aux pollinisateurs et aux animaux qu'une simple étendue verte de 5 cm de haut. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de la liker et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais surtout, prends soin de toi, prends soin de la terre, c'est notre grand jardin à tous. Reste branché, reste enraciné. Moi je te dis à la prochaine, bye!